Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Agriculture et vous, l'émission qui parle positivement d'agriculture et de ruralité en Saône-et-Loire. Nous sommes ici à l'Édouin, le parc des expositions d'Autun, où nous sommes reçus par la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, et on les remercie pour cet accueil. Et nous allons parler aujourd'hui du PAT, le projet alimentaire territorial. Mais de quoi s'agit-il? Alors nous avons trois invités autour de la table pour nous répondre à cette question. Marie-Amandine Latour, bonjour, vous êtes responsable du pôle agriculture et circuit court à la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. Oui. Fabrice Voyot, vous êtes le vice-président de cette même collectivité, vous êtes aussi élu régional, vous êtes aussi accessoirement agriculteur. Bonjour. Agriculteur, bonjour. Et enfin Bernard Lacour, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Et voilà, donc bien placé pour répondre à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, on va d'abord regarder, comme il est de coutume dans cette émission, une petite capsule vidéo de présentation d'un éleveur, en l'occurrence d'une éleveuse. Il s'agit de Marlène Bertin, qui élève des chèvres du côté de Tavernès, c'est tout près d'ici. C'est parti. Je m'appelle Marlène Bertin, je suis agricultrice depuis 2016. Donc, je suis installée à l'origine avec mes parents, GAEC, à 3 associés, avec ma mère et mon père. On avait 100 vaches charolaises allaitantes et on a monté l'atelier de chèvres avec transformation à la ferme. Ici, on a 100 chèvres de race alpine, donc elles sont en lactation du 15 février jusqu'au 15 novembre. On transforme tout le lait en fromage à la ferme, en fromage lactique. On fait des tomes, des fromages aromatisés, des faisselles. On vend à peu près 60-70% de notre production en vente directe à la ferme. On travaille avec des fromagers, des restaurants, des supermarchés, des épiceries et la cuisine centrale. Le projet de la cuisine centrale a été d'impliquer les agriculteurs dans l'approvisionnement des écoles de la communauté de communes d'Autun. Donc pour nous, c'est un débouché en plus et c'est intéressant d'avoir nos produits dans les écoles. On est plusieurs producteurs en fromage de chèvre, donc c'est chacun son tour pour que tout le monde puisse travailler avec la cuisine centrale. Et nous voilà de retour au parc des expositions d'Autun-Bourgogne. Alors on ne va pas attendre plus longtemps avant de déflorer le sujet. Bernard Lacour, je m'adresse à vous. Un PAT d'abord, qu'est-ce que c'est? Comment définir un PAT avant de rentrer de ce qui se fait spécifiquement ici? Comment le définir? Un PAT, c'est un projet alimentaire territorial qui, comme son nom l'indique, c'est à l'échelle d'un territoire. Alors ici, avec une communauté de communes, mais il y a aussi un PAT départemental, c'est-à-dire c'est à l'échelle d'une collectivité, c'est de faire en sorte de favoriser les circuits courts, premièrement, mais en favorisant les circuits courts, c'est aussi d'accompagner l'économie locale. L'agriculture en Saône-et-Loire est une activité économique très importante, mais c'est aussi travailler autour du bilan carbone, puisque ces produits qui sont importés ou exportés ou qui naviguent quelque part en termes de bilan carbone, c'est naturellement défavorable. Donc c'est de faire en sorte que, à l'échelle d'un territoire, entre les agriculteurs, entre la collectivité, entre tous les partenaires économiques, c'est qu'on puisse construire une chaîne la plus courte possible pour faire en sorte que producteurs et consommateurs, quelque part, bénéficient de la qualité de notre agriculture et bénéficient de cette agriculture avec cette traçabilité visuelle. Et ici, à Autun, comment il est né ce PAT?
Alors ce PAT, il est né d'une volonté forte du territoire, de travailler justement en cohérence par rapport à nos décisions. On peut dire, alors après vous savez, c'est un peu comme la poule et l'œuf, c'est-à-dire on ne sait pas bien qui a commencé le premier, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'abattoir et le maintien de cet abattoir, alors qu'en Saône-et-Loire, une dizaine d'abattoirs ont fermé au fur et à mesure du temps, la force du collectif dans cette partie du département a permis de sauver cet outil. Cet outil est en fin de vie, tout simplement. Hein. Donc c'est une mobilisation autour de l'abattoir qui a permis de lancer le PAT. Dans un premier temps, pour l'empêcher de fermer, et dans un second temps, pour le moderniser, le reconstruire. Mais avec une ligne, et ça nous ramène à la notion de territoire, avec un objectif au départ, qui était de dire, on fait un outil, mais au service du territoire, c'est-à-dire pas uniquement au service de l'agriculture, mais bien au service du territoire. Et je crois que cette dynamique, avec ces agriculteurs qui se sont investis, y compris financièrement, ces communes, de petites communes, qui disent on a intérêt à garder un outil. Bien entendu, il faut le dire, la communauté de communes qui a porté le projet. Voilà, et bien tous ces gens se sont dit on construit un outil neuf, on investit pour les 30-40 prochaines années avec des objectifs de servir le territoire, avec un outil qui le permet. D'accord. Fabrice Boyau, je me tourne vers vous. L'agriculture sur le territoire, c'est une agriculture dynamique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur ce que ça représente en termes de surface, de nombre d'exploitations ? Alors, c'est une agriculture dynamique, essentiellement tournée sur l'élevage bovin allaitant, majoritairement charolais. Les surfaces aujourd'hui sur le Grand Autunois Morvan, c'est approximativement 600-660 exploitations qui représentent à peu près 700-780 agriculteurs et agricultrices. La surface moyenne des exploitations est passée dernièrement de 80 et quelques hectares à près de 100 hectares aujourd'hui. Une agriculture, comme je vous disais, essentiellement tournée sur l'élevage allaitant, bovin, viande, surface en herbe, céréales de consommation pour les animaux et céréales de vente. Agriculture diversifiée, mais aussi faite de diversification. On retrouve des troupes ovines, caprines, des ateliers de porc en parallèle. On a une agriculture faite aussi de maraîchage. On retrouve, au risque d'en oublier, mais on a les escargots, on a la production, les fromages de chèvre comme chez Marlène tout à l'heure. Voilà, on a un noyau, nous sommes très représentatifs, on trouve tout en Autunois Morvan. Et c'est pour ça que je rebondis, il y a un des projets importants de ce PAT qui est la création d'un magasin de producteurs, et c'est donc toutes les productions que vous venez de citer qui alimentent ce magasin. Rappelez-nous comment un peu il est né ce magasin de producteurs à Autun. Alors le projet magasin de producteurs à Autun, c'est une envie collective. C'est un projet qui remonte à des idées qui remontent à près de 10 ans maintenant. Et c'est un collectif qui se rencontre, qui se met autour de la table. Le magasin a ouvert le 7 septembre 2022. En amont, c'est 2 ans de travail pour élaborer la stratégie, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et aujourd'hui, la station fermière, c'est une SARL. C'est bien une structure privée faite de 10 associés. Et aujourd'hui, on a 50 dépôts-vendeurs. Dépôts-vendeurs, ce ne sont pas des associés de la station, mais ce sont des gens pour qui les associés vendent leurs produits. Et les consommateurs répondent présents. Les consommateurs répondent présents. En 1 an, si vous voulez, on a un chiffre à retenir. Le Grand Autunois Morvan, c'est 32 000 habitants. La station fermière, c'est 32 000 tickets de caisse. D'accord, voilà. Très bien. Marie-Amandine, je me tourne vers vous. L'autre projet structurant, c'est la cuisine centrale, qui est très importante pour la communauté de communes. Alors de la nourriture locale dans les cantines, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas si simple à mettre en place que ça. Oui, donc il a fallu au départ lever des freins. Donc le premier frein, c'était de casser les a priori pour les producteurs d'approvisionner une restauration collective où on nous parle de produits calibrés, baisse de prix. Voilà, donc lever ces freins-là. On a travaillé aussi sur l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est-à-dire adapter nos menus à l'offre que les producteurs pouvaient nous proposer sur le territoire. Et le dernier point, c'était aussi de former le personnel, parce qu'on a investi dans des équipements, des fours basse température, une légumerie, voilà, on a investi dans beaucoup d'équipements. Et du coup, il a fallu apprendre aux cuisiniers à les utiliser et à s'en servir.
Et alors aujourd'hui, c'est combien de repas sont servis à partir de produits locaux à la cuisine centrale? Alors aujourd'hui, on fait 1400 repas par jour, donc 1200 repas pour les primaires et 200 repas pour les portages de repas à domicile. Donc c'est une structure qui tourne toute l'année, puisqu'il y a les portages de repas à domicile et du coup les temps périscolaires qui vont être au moment des centres de loisirs. Et aujourd'hui, on achète 30% de nos productions en local. Quand on parle de local, on parle des 55 communes de la communauté de communes. D'accord. Et du coup, est-ce que le prix du repas, alors la crainte sur le prix du repas plus élevé, est-ce qu'elle était fondée ou est-ce que vous arrivez à maintenir un prix du repas relativement bas? Alors, si on prend le coût matière, on est à 1,87, ce qui est plutôt bien en restauration collective. Et on arrive à maintenir un coût tout en travaillant le local avec les producteurs. On a à peu près 46-47 producteurs qui travaillent avec nous sur la Restoco. D'accord. Fabrice Voyot, est-ce que vous avez un scoop pour nous? Il paraît que la cuisine centrale va changer de nom. Est-ce que vous voulez annoncer ici en direct le futur nom de la cuisine centrale? Alors, je n'ai pas de scoop à vous annoncer puisque le nom de la future cuisine centrale sera dévoilé fin novembre. Voilà. Mais c'est avant tout une volonté de casser ces codes, d'associer cuisine centrale à ces a priori, ces préjugés de malbouffe. C'est vrai que quand on dit cuisine centrale, c'est forcément, on pense tout de suite à Tricatel. Voilà, voilà, on a voulu voilà, donner un nouvel élan, une nouvelle vision sur ce formidable outil qu'est la cuisine centrale, qui est quand même composée d'acteurs géniaux qui jouent le jeu et qui vivent leur travail et qui savent mettre en valeur les produits des agris. Il y a un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et il y a eu pas mal d'initiatives dans les cantines pour lutter contre le gaspillage. Alors le gaspillage alimentaire, au niveau national, c'est en gros 30% de la production française qui est jetée tous les ans. Quand nous sommes producteurs, c'est pas admissible. C'est pas possible de produire pour se voir jeter ce qu'on produit. Le Grand Audunois Morvan, c'est 33 restaurants scolaires. Et une fois par an, voire 2 fois, Marie-Amandine pourra préciser, mais 2 fois par an, on a mis en place avec les restaurants scolaires des notions de gaspillage, notamment sur l'eau, sur le pain, et on a des sortes de poubelles. La moyenne, le gaspillage alimentaire en France, c'est 120 grammes par enfant en école élémentaire. Je parle pas collège, pas lycée, 120 grammes par enfant. Nous, aujourd'hui, on est à moins de 30 grammes. Par enfant. C'est quoi la différence? Alors si vous voulez, c'est des tests. Les enfants, à la fin de leur repas, mettent dans une boîte, sur une balance. Le but du jeu, c'est que comme c'est très ludique, les enfants se prennent au jeu de ne pas justement faire déclencher la balance. Et au début, là, pour l'anecdote, c'était des pèse-personnes. On avait pensé à des pèse-personnes pour... Et en fait, ça pesait pas puisque c'était en deçà, donc il a fallu prendre des micro-balances pour. Mais voilà, il y a des choses qui se font. Par exemple, on met pas l'eau au début du repas, ou on met pas le pain non plus au début du repas. En fin de repas, on remplit pas le pichet. Les enfants vont se servir au verre. Voilà, il y a des choses. Et puis, on a aussi associé les enfants, et c'est très important d'agir ainsi. Les enfants ont 3 jetons, j'aime, j'ai pas aimé, ou Burke, ou moyen, et jugent le repas. Et sont associés au menu à donner leur préférence, leur choix. Marie-Amandine, je me retourne vers vous. Dans ce PAT, il y a un volet inclusion sociale, donc avec la volonté d'offrir au public rural une meilleure alimentation saine. Vous pouvez me donner quelques exemples d'actions concrètes qui sont menées pour y parvenir ? Alors sur cette action, on travaille avec une association locale qui s'appelle les Ateliers Nomades. Et avec eux, on a décidé de travailler donc, sur la précarité alimentaire en milieu rural, qui est très peu travaillée aujourd'hui, puisqu'on travaille plutôt sur les quartiers prioritaires des villes. Donc on a créé 4 groupes sur l'Autunois Morvan, avec lesquels donc, il y a diverses activités. Il y en a, c'est faire les courses ensemble pour apprendre à lire les étiquettes, à choisir les bons produits. Après, ils vont faire le repas ensemble pour apprendre à recuisiner.
Ils partagent le repas. Il y a des producteurs qui vont partager le repas aussi et qui amènent leurs produits. Et les après-midi, donc ils ont des randonnées, des débats, ils peuvent visionner un film. Voilà, ils parlent de l'alimentation toute la journée. Et depuis cette année, on a mis en place 2 jardins partagés. Donc un sur une commune rurale et un en lien avec une épicerie sociale pour justement approvisionner, que les bénéficiaires de l'épicerie en fait cultivent les légumes pour alimenter l'épicerie. Et vous pouvez me dire un mot sur le volet communication aussi. Je crois qu'il y a un outil qui se met en place avec les parents. Oui, alors on travaille avec on est territoire pilote avec une start-up qui s'appelle Nona, donc anciennement Maya. Donc on travaille avec eux sur un outil de gestion de la restauration collective. Donc il se divise en 3 modules. Donc il y a un premier module vraiment cuisine, où là on va faire les menus, on va suivre l'HACCP de la cuisine, nos approvisionnements, voilà. On gère tout le côté cuisine, l'allotissement, etc. Et il y a un volet côté parents, donc là qui va bientôt être mis en ligne, où les parents auront accès au menu de leurs enfants. Et ils vont ça va jusqu'à la composition du repas, donc ils sauront de chez quel producteur ça vient. Ça va à la fin du développement, ça va aller jusqu'au bilan carbone du repas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y a un lien entre ce qu'on donne aux enfants à manger à la cantine et que les parents puissent le refaire à la maison si les enfants aiment, parce qu'ils auront accès aussi aux recettes. D'accord. Et le dernier module, c'est côté producteur. Donc celui-là, il n'est pas encore développé, on y travaille. Où là, c'est une application où le producteur met en ligne les produits qu'il a de disponibles sur le moment et toutes les informations qu'il a à donner à la restauration collective. Très bien. Bernard Lacour, on a entendu, il s'est développé beaucoup de choses dans ce PAT, mais est-ce qu'il y a encore des choses à faire sur d'autres sujets, sur la diversification des exploitations, le renouvellement des générations? Il y a encore quelques défis à relever dans le cadre de ce PAT? Déjà premièrement, soulignons tout de même, c'est important de le dire, que c'est plus facile de faire un PAT en Saône-et-Loire. Aujourd'hui, on parle de projet alimentaire mondial. Reconnaissons que c'est plus facile ici en Saône-et-Loire que dans beaucoup de secteurs de notre planète, beaucoup moins favorisés que la nôtre, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc ne perdons pas de vue non plus la mission exportatrice de notre agriculture, née dans une Europe qui est quand même particulièrement bien placée sur la planète et qui permet aussi de gérer un certain nombre de questions plus géopolitiques, on va dire. Ensuite, sur ce qui reste à faire. Par nature, l'agriculture a toujours été dans une évolution permanente liée à son positionnement territorial, mais aussi liée aux structures qui l'accompagnent. Prenons quelques exemples. Effectivement, autour de l'abattoir, l'intérêt de l'abattoir à Autun et réside dans le fait que derrière, on a un atelier de transformation, on puisse permettre d'accompagner notre produit jusqu'au bout, et c'est-à-dire de l'offrir le plus transformé possible. Ça, c'est important. Ensuite, il y a tout ce qui touche effectivement à la diversification. Aujourd'hui, partout en Saône-et-Loire, on a des demandes considérables en termes de légumes. Voilà. N'oublions pas non plus que 3 poulets sur 4 consommés en France viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'on est en sous-production de volaille ici. Idem pour le porc, par exemple. Donc cette diversification est indispensable. Qui dit diversification, qui dit maraîchage, dit aussi gestion des ressources en eau. Ici, on stocke 2% ou 3% de l'eau quand elle tombe dans des réserves, là où d'autres pays européens en stockent 20 ou 25%. Donc qui dit, je reprends une phrase de quelqu'un qui n'est pas de moi, les agriculteurs, ils n'ont pas plus besoin d'eau que le reste des citoyens. Par contre, l'assiette des consommateurs a besoin d'eau. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a énormément de choses à faire en termes d'adaptation à l'évolution climatique. Ici, en particulier, dans des secteurs granitiques. Tout ça avec un seul objectif, c'est celui de gérer le renouvellement des générations. Aujourd'hui, on a une tranche d'agriculteurs qui sont à la veille de la retraite. Entre 1500 et 2000 agriculteurs vont quitter le métier dans les 5 ans qui viennent. Aujourd'hui, on a besoin de jeunes qui s'installent. Et quelque part, à travers cette réflexion, autour du PAT, autour de
de l'identité de l'homme au cœur de son territoire, dans ce lien permanent à trouver entre le consommateur et le producteur, parce que les destins des deux sont liés, eh bien effectivement, soyons innovants, soyons audacieux, essayons de faire en sorte que cette agriculture de qualité, qui est la base même de notre culture française avec la gastronomie, faisons en sorte qu'elle affiche une vraie fierté, une vraie noblesse. Soyons aussi offensifs sur les touristes, parce qu'on est un département qui est énormément traversé par les touristes. Quand on a aujourd'hui le mélange de la culture, de notre histoire, de notre agriculture, de nos paysages qui sont quand même façonnés par les agriculteurs, eh bien, on a le devoir aussi d'accueillir les gens qui viennent chez nous avec fierté. Et quand on part de quelque part, eh bien, souvent, on emmène des produits locaux. Eh bien, nous, les produits locaux, on les a. Accueillons les touristes et faisons en sorte que cette mission de produire pour nourrir les hommes, eh bien, elle soit mise en avant et qu'elle permette à ces jeunes de venir et de s'investir dans nos territoires comme nous le faisons. Merci Bernard Lacour pour ce mot. Vous venez de nous donner beaucoup de sujets potentiels pour des prochains débats. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura donné envie de consommer local, les produits de nos agriculteurs. Si vous aimez votre territoire, votre agriculture, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je remercie nos 3 spécialistes qui ont été brillants. Merci à toute l'équipe technique, Pascal Sand, Baptiste Mehdi. Merci à Anissa qui gère nos réseaux sociaux. Merci à l'exploitant de Saône-et-Loire, particulièrement à Cédric Michelin et à David Bergeret, la cheville ouvrière de ce plateau. Merci à nos fidèles partenaires sans qui cette émission n'existerait pas, la Chambre d'agriculture, le département, le Crédit Agricole Centre-Est, le groupe FDSE Agir 71 et l'interprofession Interbev qui nous propose, comme il est de coutume, ses recettes. Et aujourd'hui, vous allez découvrir le hachis parmentier aux 2 purées. Bon appétit et à bientôt.